Miami, mais aussi tous les temps forts de la saison sur terre battue, c'est sur Service Volé, mon très cher Goat. Si tu ne veux rien manquer, pas une miette du tennis en 2023, abonne-toi juste ici. Rafael Nadal inquiète avant sa reprise, on fait un gros point dans cette vidéo. Alcaraz vole, le retour potentiel de Del Potro et les passeries de Stefanos. C'est le programme lumineux de ton nouveau digest de Miami et on attaque juste après ça. J'ai une patate là aujourd'hui, ça va décaper sur ce côté réseau. On attaque avec la première information et Rafael Nadal, alors qui a été annoncé dans un premier temps au Masters 1000 de Monte-Carlo. Vous voyez le tweet ici, officiel carrément. Nous avons hâte d'accueillir la légende Rafael Nadal. Il est définitivement capable de remporter son 12e trophée à Monte-Carlo, malgré sa dernière blessure. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques heures après, on a eu un démenti de la part de Rafael Nadal, qui n'est pas certain de s'aligner à Monte-Carlo. Il était de passage à sa fondation à Palma de Mallorca, et il a déclaré à un journaliste: je ne sais pas qui a sorti cette info, mais évidemment, si c'était vrai, je le confirmerais. Malheureusement, je ne peux pas le confirmer, je continue mon parcours et je ne sais pas quand je rejouerai, c'est la vérité. Alors on regarde du coup le calendrier ATP et on va essayer de se projeter quand est-ce que pourrait reprendre Rafael Nadal en vue d'un 15e titre à Roland-Garros. Et oui, je sais, c'est lunaire, ce sont des chiffres qui sont complètement dinguissimes. Alors on a Monte-Carlo, mais vous voyez, c'est très bientôt, c'est dans 10 jours. On va regarder des images de Rafa qui est déjà à l'entraînement, qui fourbit ses armes. Sinon, on aurait potentiellement la semaine d'après, ce serait du 17 au 23 à Barcelone, un ATP 500, mais qui est complètement blindax. On a déjà vu le line-up. Donc pour moi, s'il n'a pas repris à ce moment-là, s'il faut attendre Madrid, qui est pas un tournoi qui lui sied particulièrement, tout Rafael Nadal que tu sois, tu aurais quand même assez peu de cartouches pour préparer. Il resterait encore le Masters 1000 de Rome, qui est juste une semaine avant Roland-Garros. Et ça ferait quand même assez peu. Alors Rafa, il nous a habitués à revenir et à remporter des Masters 1000 ou des grands chelems. En tout cas, on a vu une image que je trouve sublimissime de Rafa à l'entraînement, avec le biceps évidemment en emoji React. L'image, elle est superbe, hein. L'ocre, le ciel, les nuages, de l'art. Pour redevenir sérieux quelques instants, s'il devait disputer le Masters 1000 de Monte-Carlo, il devrait jouer le premier tour, hein. Il n'y serait pas logiquement dans les 8 premières têtes de série, à moins de multiples désistements avant lui. On a ce Roland-Garros qui s'annonce titanesque, l'un des tournois les plus importants de l'histoire du tennis. Rafa et Novak qui joueraient pour un 23e grand chelem en même temps. J'en ai des frissons rien que d'en parler, on a tellement hâte que ça arrive. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a plus revu vraiment le vrai Nadal depuis un certain temps maintenant. En fait, depuis Wimbledon, il est à 5 victoires, 8 défaites sur le circuit. Et on peut même remonter à Roland-Garros 2022. Moi, je trouve qu'avec ses infiltrations du début à la fin du tournoi, il a hypothéqué la fin de sa carrière. Bon, après, c'était pour des bonnes raisons. J'attends en tout cas avec gourmandise vos commentaires sur Rafa. Est-ce que vous le voyez reprendre à Monte-Carlo? Est-ce que vous pensez qu'il sera d'attaque pour Roland-Garros, en sachant qu'il a vécu quand même une année assez compliquée, et également la naissance de son premier enfant, qui s'appelle Rafa Nadal par ailleurs. On enchaîne avec la deuxième info, et un revenant, mais lui encore pire. Juan Martín del Potro veut disputer l'US Open. J'ai vu ça, j'étais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? D'où? Comment? On l'avait pas quitté à Buenos Aires contre Del Bonis avec le petit bandeau sur le bleu K. Alors, il a dit j'aime le tennis, ce ne sera jamais un problème de prendre la raquette et de voir comment je me sens. Les problèmes physiques, le genou, ce sont des choses sur lesquelles je travaille tous les jours. Je vais me laisser une chance, au moins jusqu'à l'US Open. C'est un tournoi vraiment particulier pour moi. J'ai encore le temps, je vais reprendre l'entraînement, voir comment ma jambe et mon genou réagissent, voir si je peux le faire ou pas. Ça ressemble pas vraiment à une super idée, surtout comment on l'avait quitté. Non, c'est bon, à un moment donné, quoi, les émotions, on va pas non plus pleurer matin, midi et soir. Dernière info de ce côté réseau, et je voulais vraiment vous partager cette petite déclaration de Manarino, et essayer de l'imaginer chez un top player. Vous allez voir, c'est complètement lunaire. Alors, il a perdu contre Eubanks la nuit dernière, et il a déclaré ensuite à l'équipe: ça se joue à rien, un peu de réussite, des balles qui restent dans la bande ou qui sortent de peu, quand lui, ça reste sur les lignes. Tu sens qu'il est en confiance, il tente n'importe quoi, il ne joue pas juste, il joue à l'envers. Ça, c'est énorme. Et vous imaginez Djokovic, Nadal, et Djokovic qui dit ça à propos de Rafa, ce serait énorme. Mais ça fonctionne parce qu'il est sur un nuage, surtout sur les points importants. C'est incroyable qu'il arrive à avoir autant de réussite alors qu'il frappe de toutes ses forces. Moi, ce qui me régale là-dedans, c'est que je pense que l'immense majorité des déclarations qu'on lit après les matchs des joueurs
c'est que du bullshit en fait, il n'y a rien de vrai, c'est que de la langue de bois, c'est que on essaie de trouver des bons points ici et là. Quand le mec a battu un type en finale, il va dire ouais bravo à toi, bravo à ton équipe. Un peu de fraîcheur, un peu de sincérité, ça fait du bien et je pense que ça ferait beaucoup de bien au sport d'une manière générale et peut-être même, si je peux me permettre, à la société. Mais au-delà de ces boutades en série, nous avons des huitièmes de finale à analyser, une palette sur 4 matchs. Voilà, je vous fais un pot pourri, comme on le dit. Alors, on va commencer avec Holger Rune. D'abord, dans un premier temps, Fritz, je trouve qu'il a fait un match de très très haute qualité. Mais Fritz, il y a un problème. Non, pas Fritz. Rune, il y a un problème. C'est la gestion de la frustration. Ça, c'est encore très visible dans ces matchs. Surtout quand il est dominé, il n'arrive pas à trouver la solution. Du coup, il va se frustrer. Et là, par exemple, on va avoir un coup totalement improbable, une demi-volée qui va tenter ici en court croisé. Alors évidemment, il va faire une faute directe. Et je pense qu'il est un peu en conflit avec son ego sur ce genre de match, quand il a la tête sous l'eau, quand il est repoussé derrière sa ligne. On a vu la stat, Fritz qui était à l'intérieur du court dans le premier set. Donc il va avoir cette tendance à décrocher. Et sur un format de cette gagnante, tu peux pas te permettre de décrocher ne serait-ce que 2-3 jeux, surtout face à des top players en forme, en confiance comme Taylor Fritz. Mais paradoxalement, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que le défaut d'un joueur, c'est-à-dire sa gestion de la frustration, son ego, ça peut aussi être une qualité à certains instants. Par exemple, pour essayer de se relever, pour se dire je suis absolument meilleur que le mec en face, je vais l'écraser, je vais pouvoir revenir dans la partie. Donc c'est un peu l'histoire de la pièce pile face. J'arrive pas à trouver l'expression que j'avais imaginée. Du coup, je vous laisse avec ça. Deuxième huitième de finale que nous allons analyser, c'est le Jannik Sinner face à Rublev. Et ça a été une démontada, 28 coups gagnants, 8 fautes directes pour Jannik Sinner. Et surtout un match-up défavorable à Andrei Rublev, je trouve. Il n'a pas les armes face à Sinner, sauf quand il est blessé. Du coup, il y a 3-2 maintenant dans le head-to-head. Et ici, on va avoir une séquence très parlante, je trouve. On va avoir un combat dans sa diagonale et Sinner qui fait que frapper plus fort que Rublev. Rublev, c'est à peu près sa seule stratégie, vous le savez, d'envoyer des bûches. Donc là, il va envoyer une marmite volante dans les yep de Rublev et il va s'avancer, la petite amortie qui va bien. Il va réussir quelques instants après à faire le break. Sinner, il adore ça, renvoyer des parpaings, se nourrir de la puissance adverse. Il a une qualité de frappe qui est totalement monstrueuse. Il centre remarquablement bien ses balles et puis il y a quelque chose de très délié. C'est pas un joueur en force, en puissance comme Carlos Alcaraz, comme Rafael Nadal. Il est plus en longueur, ce qui peut l'aider également sur des défenses en extension. On l'a vu sur un passing totalement titanesque en revers ici dans cette position quelques minutes après. Le troisième match de cette review, c'est Tsitsipas contre Khachanov. Alors Stefanos qui a perdu contre Khachanov qui a enfin battu un top 10, on a vu la stat sur Twitter avec jeu 7 et Mats. Et sur le tie-break, voilà la petite séquence que je voulais vous analyser, on est à 3 UE sur le revers. UE, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Hommage aux 3 frères, obligé, Didier Bourdon, le dieu. Donc un coup gagnant, 11 fautes directes en revers sur le premier set, et là on va avoir une satellisation, donc un gros bois, 3 fautes directes en revers sur le tie-break, une double faute, et un joueur qui s'est présenté sur le Double Sunshine avec une méconnaissance du règlement, manifestement, parce que si t'es blessé, pourquoi tu te sens obligé de jouer? Bref, on attend Stefanos à Monte-Carlo où il sera tenant du titre. Je vous avais promis du Carlitos Alcaraz en introduction, 2 palettes pour le prix d'une ici dans ce match face à Tommy Paul. Alors c'était potentiellement un test pour la pépite espagnole, comme d'habitude. Sur deuxième balle adverse, on rentre dans le court, on agresse son opponente. Tommy Popol qui se retrouve du coup à 46% derrière sa seconde. Il a vraiment pas vu le jour globalement, il s'est accroché, ça reste un joueur élite qui était en pleine confiance avant d'arriver face au mur Carlos Alcaraz. Et il y a beaucoup de comparaisons avec le Big Three qui circulent. Je trouve que Carlos Alcaraz, il a dans son ADN tennistique quelque chose qui est un peu plus du côté de Roger Federer, parce qu'il est dans l'agression permanente, c'est lui qui dicte les points avec son jeu offensif, c'est lui qui fait les fautes, c'est lui qui fait les coups gagnants. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, au niveau qualité de déplacement, franchement, le tonton, là, il va nous faire un Z comme Zverev. Ici, il va la déposer devant un public en délire, en extase, hilar presque, devant une performance physique aussi monstrueuse. Carlitos, on se dit aussi, bon, ce tennis total avec cette expression de son physique qui se déploie dans son jeu,
Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il va pouvoir faire sur la distance? Profitons-en en tout cas avant qu'il se repète, quoi. Et on enchaîne, et oui, c'est déjà l'heure du coin prono avec les Winamax de Winamax qui m'accompagnent sur l'ensemble du tournoi de Miami. Winamax, service volé, on est sur un jeu responsable, un jeu entre adultes exclusivement. Vous savez que j'aime les activités réservées aux adultes. Et donc on a les codes qui sont présentés. Yannick Sinner face à Ruusuvuori, 1-13-6. On va passer très rapidement sur ce match. Moi ce qui m'intéresse c'est le Carlitos Alcaraz face à Taylor Fritz. Alors c'est la première opposition entre les deux hommes. C'est carrément une affiche blockbuster. Ce sera en night session. Fritz qui a fait du petit bois d'Holger Rune. Alors la première clé à mon sens ce sera la qualité de service de Taylor Fritz, également sa position sur le court, s'il arrive à être à l'intérieur, on va dire 45-50% de ses coups joués à l'intérieur du court, en plus 1. Il risque de faire des tranchées, des ravages, des dégâts. Vraiment, il a été, je me répète, mais il a été sublime, succulent face à Holger Rune. La deuxième clé, je pense que ce sera le revers, la diagonale revers. Et ce que fait Taylor Fritz, c'est un peu sous-coté, je trouve. On a un peu cette caricature du gros serveur avec le gros coup droit. Oui, certes, c'est réel, c'est vrai, c'est totalement légitime. Mais on a, je trouve, ce revers qui soit disposé en longue ligne ou dans la diago, qui peut faire des ravages également du côté de Carlos Alcaraz. Donc j'ai hâte de voir ça, qui va prendre les devants en premier sur cette diago. Et la clé numéro 3, tout simplement Carlos Alcaraz, c'est un meilleur joueur. Bon, c'est un peu violent de le dire comme ça. Ça se reflète précisément dans les cotes. Meilleur joueur depuis le début du tournoi. On a un set un peu moyen face à Lajovic dans le deuxième, mais sinon dans l'ensemble, le niveau cosmique contre Bagnis dans le premier set face à Lajovic, même contre Paul, hein, il est vraiment sur un niveau, je trouve, extraordinaire. Et puis surtout, il est actuellement dans une position de tenant du titre où il faut assumer son statut. C'est l'an 1 de sa domination sur le circuit. Donc c'est très intéressant de voir un joueur qui continue à avoir cet talent offensif, à jouer son tennis pur et inspiré. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre? Un 7 pour Taylor Fritz? Un 76? Moi, dans tous les cas, je vais pas vous mitonner, je vois une demi-finale Alcaraz-Sinner. Ça, d'ailleurs, nous permettrait de nous friser les moustaches. Moi, je vais aller prendre un café parce que je me sens un peu mou aujourd'hui et on se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des citrons.